Bonjour et merci à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation. Euh, je m'appelle Fred Guedo, je suis professeur de sciences politiques et responsable du CAGI, le CAGI, Centre d'analyse géopolitique internationale. Le CAGI qui est le pôle Guadeloupe d'une unité mixte de recherche du CNRS, le FEAC, pouvoir, histoire, esclavage, environnement, Atlantique et Caraïbes. C'est bien cela, Jean-Raphaël, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est bien ça. Et c'est bien ça. Le FEAC est donc sur trois pôles. Le pôle Martinique où est le siège, la Guadeloupe où est le CAGI et un pôle Martinique. Habituellement, nous vous invitons à nous rejoindre sur Zoom, sur la plateforme Zoom, et en présentiel en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous ne serons pas en présentiel en Guadeloupe. Nous le sommes dans une certaine mesure en Martinique, dans la salle du FEAC où notre intervenant est là, il est présent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir précisément William Miles. William Miles est professeur de sciences politiques à Boston, aux États-Unis. Merci, professeur Miles, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur une thématique qui est d'actualité dans une large mesure. Une actualité plutôt turbulente. L'image nouvelle, entre parenthèses, avec un point d'interrogation, de l'Amérique aux Antilles, c'est le thème que nous allons donc aborder aujourd'hui avec vous. Alors je dis vous, mais bon, je pense que je ne vais pas le dire longtemps. Je te connais depuis bien longtemps, Bill, donc je dis vous pour commencer, c'est le protocole. Alors difficile de parler de l'Amérique et plus précisément des États-Unis sans penser à l'action de son président dans le monde et singulièrement dans la Caraïbe. William Miles connaît nos territoires, il connaît la Caraïbe, il connaît les Antilles, il connaît la Martinique, qu'il a connu, je crois, comme professeur invité, il le dira lui-même. Il a connu parce qu'il a aussi fait une thèse, hein, rédigé une thèse sur la Martinique. Je lui laisserai le soin de nous préciser tout cela. Il est auteur de nombreux travaux sur, bien sûr, notre région, les Antilles, sur également l'Afrique, sur les dimensions comparatives, hein, sur les questions religieuses. Donc aujourd'hui, nous allons nous limiter aux Antilles. Avant de lui passer la parole, je vais rappeler un peu les règles du jeu. Donc, William Miles interviendra pendant une trentaine de minutes, plus ou moins s'il le souhaite. Et à l'issue de sa présentation, nous aurons un échange. Je vais lui poser quelques questions liminaires avant de vous passer la parole. Vous pourrez poser des questions, faire des commentaires, mais avec une précision tout de même. Il n'y aura pas d'intervention directe. Vous aurez la possibilité de le faire dans le chat. Vous posez vos questions et nous allons les relever et nous les transmettrons à William Miles. Donc, professeur Miles, vous avez la parole. Merci Fred. Merci beaucoup pour cette invitation du pôle Guadeloupe du CAGI. Et aussi merci à Jean-Raphaël pour désormais, grâce à qui j'ai le statut de membre collaborateur du FEAC. J'ai même une attestation qui est proche. Et surtout pour la réalisation du côté technique. Hier, Muriel Jean, doctorante en sciences économiques, était ici pour nous soulager que on pourrait faire avec un PowerPoint que Jean-Raphaël va maintenant mettre. Donc, les titres d'images nouvelles de l'Amérique aux Antilles. C'était important de mettre le point d'interrogation parce que toute la question et autour de est-ce que l'image actuelle est nouvelle ou est-ce qu'elle rapporte aux antécédents. Donc, on va examiner tout ça et on fait les remerciements. Je vais aussi reconnaître que déjà des analyses de la situation actuelle vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis le président Trump en ce qui concerne les Antilles, ont été faites, par exemple par vous-même, Fred Renaud, dans cette opinion très pertinente en Caribe Info, dans laquelle vous mentionnez, même vous évoquez même
le nazisme comme une similitude avec le trumpisme, qui est très grand et à discuter. Et plus tard, je voudrais bien aussi revenir sur ce que vous dites, le trumpisme provoque un pessimisme quasi général, notamment de ceux qui, aux États-Unis, par le vote de leurs soutiens, ont permis le retour au pouvoir d'un président autoritaire. Eh bien, c'est partagé. On va en revenir, mais il y a des magas durs et purs et d'autres magas dans lesquels, oui, il y a un pessimisme qui commence à se montrer. Et malheureusement, je n'ai pas pu assister à cette autre conférence, peut-être parce qu'elle aurait été un peu trop brutale pour moi en tant qu'Américain, mais je suis certain que Fred Constant va nous apporter aussi quelques éléments de cette conférence-là à nos échanges. Donc, vous m'avez quand même présenté, mais aux États-Unis, on parle de positionality. Et Fred Constant m'a dit qu'en français, on dit la réflexivité, c'est-à-dire on n'a vraiment pas le droit forcément de parler d'un sujet, surtout quand on est étranger, pas seulement dans le sens national, mais dans le sens d'identité, sans se dévoiler en quelque sorte. Donc, si vous me permettez, je vous parle un peu de mon parcours de naissance jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi c'est important? Si vous voyez là où je suis né à New York, je ne suis pas fier du fait que à 16 kilomètres de là, Donald Trump lui-même, il a grandi. Donc, c'est pour vous dire que non seulement je suis américain, je suis new-yorkais, mais aussi Voisin de Trump. Je connais très bien la mentalité de là où Donald Trump a grandi. Et si je me suis mis en bleu et Donald Trump en rouge pour démarquer des appartenances, étiquettes politiques aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'avant de devenir républicain, il était pendant très longtemps démocrate, surtout quand il vivait à New York, avant de prétendre à la présidence des États-Unis. Et c'était grâce à une convention entre le gouvernement américain et français que je suis venu à la Martinique pour la première fois quand j'étais toujours étudiant. Et j'ai même profité du fait que j'étais pas loin en travaillant au lycée technique de la Pointe-des-Nègres de venir en tant qu'auditeur libre pour assister à mon premier cours sur ces campus même avec le professeur Louis Crusoe. Et par la même occasion, une fois que j'ai commencé ma thèse, je me suis mis en contact avec son frère, Jean Crusoe, qui a été l'un de mes, comment on dit, supervisors, l'un de mes directeurs de thèse. Et pendant mes recherches, j'ai eu le privilège de rencontrer Aimé Césaire et d'écrire certaines choses avec la collaboration dans un journal américain de New York, avec certaines personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et à la suite de la thèse qui a été éditée d'abord en anglais et ensuite rééditée en français dans une traduction pour la réflexivité, je note que la traductrice de la thèse, c'est ma femme, une demoiselle qui a été en poste au lycée technique de la Pointe-des-Nègres
Donc, c'était peut-être prévu dès l'avance que j'allais épouser une Martiniquaise, et pas pour ses compétences qu'elle en a beaucoup en traduction entre l'anglais et le français, mais j'espère qu'elle nous écoute. Je ne vous entends plus. Oui. Ouais. Et Voilà. aussi, j'avais fait d'autres interventions ici sur le campus. Et donc, en 2017, paradoxe de la démocratie américaine, les États-Unis de Trump, après son élection. Et en 2019, 3 ans après ce que j'appelais les tromperies de notre président, analyse dans la politique américaine. Donc, je croyais que j'avais fait mon devoir et que je n'avais pas à revenir en parler encore une fois à le président Trump. Mais nous voilà, on est encore sur notre deuxième mandat. Et entre-temps, je publie autre chose sur la Martinique, sur d'autres aspects, seulement la politique, mais la culture, question identitaire nationale, et même à l'époque, ce que j'appelais la McDonaldisation de la Martinique. Et la publication la plus récente, et tout ça pour me situer. Donc, quelqu'un qui observe et qui vit de temps en temps la vie ici en tant qu'Américain, mais avec un regard très acharné sur ce qui se passe à la Martinique. Et donc, voilà, le pastiche des images qui remonte à le moment où on croyait que la Martinique allait peut-être OK, si on disait à l'époque, par la communauté européenne. C'est les loups. Oui, c'est les loups. Mais maintenant, c'est pas les loups européens, c'est plus le Trump maintenant qui nous interpelle sur ce qu'il va faire aux Antilles. Et si vous voyez ce qu'il a sous la main, alors, je ne sais pas comment on dit ça en français. Il ne piétine pas parce que c'est pas ses pieds, mais avec sa main, sur la carte de la Martinique, il essaie de nous écraser. Donc, cette image de Vaval prise dans une école à Fort-de-France, une école dirigée à l'instant par ma belle-sœur, en l'occurrence. Donc, c'était vraiment par privilège que j'ai pu avoir cette image. Alors, pour en revenir au point de l'interrogation, est-ce que l'image est nouvelle? Ce qu'on pense des États-Unis maintenant, est-ce que c'est vraiment un phénomène du Trump ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte? Et quels seraient ces éléments? Donc, pour revenir en arrière, les rapports entre les États-Unis et la Martinique est bien loin, bien loin. Le consulat américain à la Martinique était l'un des 8 premiers établissements diplomatiques dans le monde pour les États-Unis. Et quand il a été ouvert en 1790, bien sûr, c'était à Saint-Pierre. Et à la suite de l'explosion de Saint-Pierre, il y a eu même le consul américain qui est mort. On a rétabli le consulat et c'est là que je connaissais bien. Je suis même allé là avec ma fiancée pour demander un visa de fiancée pour qu'elle puisse devenir résidente aux États-Unis. Et heureusement, par la suite, elle est devenue citoyenne.
bien qu'elle ne voyait pas pourquoi une Française devait devenir américaine aussi. Mais nous voyons maintenant avec ce que arrive aux résidents permanents, soi-disant permanents aux États-Unis, ils sont parmi les déportés. C'était le consul américain ici à la Martinique que j'ai connu pendant que je faisais ma thèse. Et voilà, donc on a fait référence à Loup et l'Empire, comme certains voyaient, européens, qui allaient avaler la Martinique. Mais on ne peut pas parler de Trump seulement sans parler des présidents précédents qui ont eu un œil au-delà de l'Amérique du Nord, et surtout James Monroe, un président qui a, pour qui la doctrine Monroe a été nommée, c'est lui qui disait que tout l'hémisphère américain devait être dirigé par le Grand Nord, par nous. Et maintenant, même tu as cité Fred Reynaud dans ton article, on parle maintenant de la doctrine Monroe, qui n'est que un renouvellement de la doctrine Monroe à l'instar de Donald Trump. Mais on ne parle pas assez aussi du président Theodore Roosevelt au XXe siècle, qui a même été allé jusqu'à dire la Caraïbe, c'est la Méditerranée américaine. J'aurais dû mettre un E à la fin, n'est-ce pas? Oui. Méditerranée américaine. Bon, faute de frappe. Et donc, ça fait très longtemps depuis que les États-Unis misent tout ce qui est au sud du Mexique pour être sur l'arrière-cour de notre puissance. Et donc, qu'est-ce que le Groenland, par exemple, a à voir en commun avec le Martinique? Alors, pour cela, j'ai le cours à l'un des observateurs le plus aigu de la Martinique. Je ne sais pas si Pancho, il paraît aussi en Guadeloupe, Fred. Non, non, je ne crois pas, non. Mais je connais Pancho, mais je ne connais pas. En Guadeloupe, je ne crois pas, non. Ok. Alors, donc, quelle phrase nouvelle as-tu apprise à l'école aujourd'hui à la Bellefontaine? Il faut dire qu'à la Bellefontaine, il y a maintenant une école où on enseigne l'anglais dans l'école primaire. Et donc, dans l'actualité, on parle, on va prendre le Groenland ou bien par les politesses ou bien par la force. C'est ça que a dit Donald Trump. Et donc, j'aurais recours aussi à Pancho dans d'autres images que je partage avec vous aujourd'hui. Et donc, en 2014, donc, de temps en temps, cette question se relève. Est-ce que la Martinique pourrait être prise par les États-Unis ou cédée aux États-Unis? C'est parce que pendant la Première Guerre mondiale, il était question justement à céder aux États-Unis pour avoir une base dans une zone qui est devenue dans la Deuxième Guerre mondiale encore plus importante pour les États-Unis. Et donc en 2020 déjà, on ne parlait pas vraiment de Trump dans cet article des Géo, mais c'était question de dette que les États-Unis avaient contracté pour aider la France. Mais un épisode qui est resté tabou n'est plus tabou. Parce que quand Donald Trump a relancé la guerre contre la drogue, mais je vais vous dire que je me souviens la première fois que l'expression la guerre contre la drogue a été utilisée, c'était pendant la présidence de Richard Nixon.
Mais lui, il a dit d'une sens social, peut-être politique, il faut vraiment mener des forces pour contrecarrer l'usage et le commerce des drogues. Mais il n'avait pas en tête le fait que ce serait une guerre de sens littéral de mots. Mais c'est ça qui Trump fait. Et je n'ai pas trouvé un article en français qui donne ce reportage de New York Times et autres, qu'il a déterminé, c'est ça le mot qu'il a utilisé, que les États-Unis sont maintenant dans un conflit, une guerre avec les cartels de drogue et les narcotrafiquants. Et c'est pas en consultant le Congrès qu'il devait faire. Parce que normalement, d'après la Constitution des États-Unis, déclaration de guerre doit être faite par le Congrès. Bon, depuis la guerre de Vietnam, on a trouvé des astuces je veux dire, la Maison-Blanche, pour ne pas devoir avoir une résolution par le Congrès américain qui vote et dit qu'on est guerre. Mais il a déclaré, donc c'est lui le roi, et donc c'est pour ça il y a une guerre qui, avec les conséquences que vous connaissez bien, et à laquelle j'ai moi-même assisté en tant que témoin. Le lendemain de mon arrivée à la Martinique, il y avait cette manifestation à Fort-de-France où on protestait contre l'intervention au Venezuela. Et c'est intéressant que maintenant qu'on parle de Cuba, Marco Rubio, qui est de la diaspora cubaine. Lui-même, il est né aux États-Unis, il avait des parents qui avaient fui le Cuba pendant le régime castriste. Castriste? Castriste. OK. Bon, je n'ai pas besoin de vous montrer la carte de Martinique, mais je vous signale Macuba, où il régnait une vive inquiétude dans une commune. Alors, pour cela, pourquoi? Mais encore une fois, j'ai recours à l'analyste le plus astucieux, le plus aigu de la culture de la politique martiniquaise, encore ce penchant, qui, en prenant la fin du nom Macuba, il a fait cette bande dessinée dans la France entière pour dire, bon, Fred Renaud, tu peux le lire, juste pour montrer que Oui, tu peux le voir. oui, oui, très bien, je vois, oui. Oui, oui, tu peux le lire pour ceux Oui, qui oui, ont l'idée. vive inquiétude dans une commune du Nord Atlantique. Tu as mal compris, Trump veut Cuba. Ah, qu'en sachons-nous exactement? Ouais, donc ça sème le doute aussi. Ça sème le doute aussi. Le bruit que, le bruit que peut courir que c'est pas Cuba tout court, ça peut être Mac. On n'en sait rien. On ne sait rien. Et Fred, si tu Oui, parles. en vérité, je vous le dis, élu maire, par la douceur ou la force, j'annexerai les communes limitrophes à la nôtre qui regorgent de ressources dont nous avons besoin et qu'elles n'utilisent pas pour leur développement. Élection municipale, l'effet Trump. Oui, justement. Donc, pourquoi on vise Groenland? Pourquoi on vise Venezuela? C'est justement pour les ressources naturelles, dont, dit le président Trump, les États-Unis ont besoin. Bon, avec tout cet intérêt, je ne vais pas dire américain, je vais trumpiste sur des territoires français. Je laisse Fred encore une fois. Oui.
Et la souveraineté française, si ce hors-la-loi de Trump décide que nous lui appartenons sur un claquement de doigts, comment allons-nous l'en empêcher? Les forces coloniales françaises nous protégeront. Ayons confiance en elles. Et qui le dit? Moi, je ne reconnais pas le personnage qui le dit, mais il doit être quelqu'un d'abord qui n'a pas honte de dire devant un patriote martiniquais qui porte la casquette avec le drapeau de Oui, la Martinique. rouge et noir, oui. Oui. Que les forces coloniales sont pas si colonistes et néfastes que ça s'il s'agit de protéger la Martinique des États-Unis. Alors, question d'achat de la Martinique et la Guadeloupe, eh bien, c'était pendant que j'étais auditeur libre ici, sur ce campus, que j'ai entendu dire pour la première fois que c'était le Danemark qui avait possession des îles Vierges, qu'il a vendu aux États-Unis. Et c'est pour cela que les îles Vierges ne sont pas danois. Et c'est là, pendant la Première Guerre mondiale, toujours pour des raisons financières liées aux dettes qui incombaient sur certains pays européens. Bon, il y a eu meeting, rencontre entre présidents français et américains à la Martinique. Et même en Guadeloupe, c'était qui? J'ai oublié, c'était avec j'ai oublié, mais C'était ça c'est pas. Bush. Oui, avec Bush. Oui. Oui. Donc, comme quoi, la Martinique et la Guadeloupe servent de territoire français pour les États-Unis de l'époque et pour la France. Léo Elisabeth, que j'avais le plaisir de connaître à l'époque, il a écrit aussi sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que ça impliquait pour les Antilles et surtout pour la Martinique et la Guyane. Il était question justement que les Américains prennent possession à la Martinique et une fois qu'on prend possession, est-ce qu'on va garder possession? Pourquoi? Parce que le gouvernement de France avait envoyé l'or de la Banque de France à la Martinique et donc de peur que les Allemands, les nazis, prennent possession de tout ce trésor de l'or français, que peut-être les États-Unis allaient prendre possession, comme je vous ai dit. Et même dans les annales de la marine américaine, on en parle. Bon, côté commercial, surtout si vous voyez les écoutes, côté économique, les Français, bon, qui venaient aux États-Unis en touriste, on voit les résultats de ce qui se passe avec notre président. Et la question se pose, est-ce que les Antillais, dont pas mal ont été ou avaient l'intention de touristiquer, on dit? Non, voyager. De voyager, d'être touriste aux États-Unis. Bon, on n'a pas encore une enquête Ipsos à savoir, mais j'attends et je recherche toujours des sondages d'Ipsos. Si la voie de théâtre n'entretient pas tel sondage sur les attitudes des Martiniquais et des Guadeloupéens sur les États-Unis. Mais pourquoi on dit que en Guadeloupe, on dit merci à Donald Trump? Eh bien, à cause de la réaction des Canadiens qui sont prisés et méprisés par le président Trump,
il y a pas mal qui viennent à la Martinique, à Guadeloupe, surtout en Guadeloupe. Et donc, bon, c'est ironique, bien sûr, de dire merci à Donald Trump, mais c'est un affaire. Et avant que Fred vous Oui, disiez, est-ce que la référence de Cap Est à la Martinique vous dit quelque chose? oui. Alors, je laisse les gens en Martinique t'expliquer ce que ça veut dire, mais je peux lire avant. Tu veux que je lise le passage? Enfin, Oui, oui, oui. Lisez alors, d'abord. vers une américanisation de notre carnaval, c'est un point d'interrogation. Vous avez des amis communistes, désolé, mais on ne va pas vous laisser passer. Mais j'en ai aussi au Capest. Ne faites pas le malin. Alors, Ah, Capest, le alors Fred ou Jean-Raphaël pourraient peut-être expliquer. Je sais, bon, mais ils sont sur place. le Capest, c'est un lotissement où se trouve une grande partie de la communauté blanche créole, qu'on appelle les Békés en Martinique, et qui regroupe vraiment de très belles villas, des villas de luxe, avec accès souvent à la mer. Et on a parlé, parce qu'il y avait une concentration très forte à un moment donné de cette population, de Békéland, justement pour bien montrer que c'était un ghetto de riches, on va dire, hein, comme on dit aux États-Unis, a gated community. Hein. Et alors les choses ont un peu évolué parce qu'à cause du phénomène des sargasses, il semble qu'une partie de ces propriétés ait perdu de leur valeur et que certaines familles béquées aient elles-mêmes déménagé. Mais dans l'imaginaire martiniquais, ça reste l'un des lotissements les plus luxueux de l'île. Et pour la bande dessinée, qu'est-ce que vous en tirez? Hein. Ben, que c'est une mise en scène astucieuse de la manière dont en fait les services d'immigration américains, notamment qui délivrent les ESTA, demandent maintenant le contrôle des réseaux sociaux pour voir ce que les postulants, les candidats ont pu dire des États-Unis éventuellement. Et c'est le parallèle qui est fait par les forces de l'ordre en Martinique en fonction donc des points de vue des gens qui veulent aller dans telle ou telle partie de l'île. Voilà, c'est un parallèle amusant quoi, de Pancho. Merci. Et n'oublions pas parce que j'arrive vers la conclusion Hein. que la présidence de Trump a été tout autre de la présidence Obama, pendant laquelle il y a eu un Guadeloupéen renommé, bon, certains disent qu'il est bordelais, mais c'est d'origine ou une naissance de Guadeloupe, musicien qui a fait un clip, un vidéoclip très apprécié, très prisé. Il s'appelle Tony Justice. Je pense pas que ce soit son vrai nom de famille, mais oui. Donc les Antillais dans la Maison Blanche ou à l'ambassade de France à Paris, ça faisait la une de la Guadeloupe. Et pour la Martinique, on avait une porte-parole de naissance martiniquaise pendant la présidence de Barack Obama. Ah, c'est pas Biden. Ouais. Non? Biden. Ah oui, de Biden. Biden. Pardon. Mais Merci à l'assistance. elle est haïtienne, née en Martinique, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a vécu plusieurs années, son adolescence en Martinique, avant de suivre sa famille aux États-Unis. C'est ça. Merci pour avoir corrigé le lapsus de mandat. Donc, en guise de conclusion, je vais parler de ce qui m'était arrivé en 2001, ici à la Martinique. Je suis arrivé avec ma famille pour passer une année entière, au moins universitaire, et 3 jours, je pense,
Après mon arrivée, c'était le 11 septembre. Et il y avait deux réactions que j'ai ressenties. Des gens, des étrangers, des gens dans la rue, qui, ayant appris de mon accent ou autre, que je pourrais être non seulement anglophone, mais américain, qui ont exprimé leurs condoléances. Et cela m'a beaucoup touché, parce que c'est pas dans les mœurs de dire des choses profondes comme ça aux étrangers, dans la rue. Mais d'autre part, j'ai été invité d'intervenir à côté à l'amphithéâtre de France Fanon, ici sur le campus, sur le thème les États-Unis après en mois, le titre exact, le 11 octobre 2001, un mois après les attentats sur New York et Washington, où en est le monde. Et il y avait quelqu'un qui assistait à cette conférence, qui a dit, après tout, ça a été bien. Il était temps que les États-Unis, les Américains prennent une baffe. Après tout ce que les États-Unis, je ne me souviens pas si elle a dit vous ou les États-Unis, vous avez fait ici et ailleurs. Et je n'avais pas la présence d'esprit. Donc maintenant, j'ai l'esprit de l'escalier, en français. De dire que le 11 septembre, à Washington et à New York surtout, il y avait presque 3000 personnes qui ont été tuées, mais ils n'étaient pas tous des Américains. Il y avait des gens de cette région, de l'Amérique latine, même de la Caraïbe. Il y avait des morts du Bermude, du Brésil, de la Guyana, d'Haïti, de Trinidad. Il y avait 14 Trinidadiens morts en septembre aux États-Unis et 47 ressortissants de la République dominicaine. Donc, pourquoi je vous dis ça maintenant en 2026, 25 ans, c'est pour vous rappeler que les États-Unis, les Américains, ne sont pas tous des originaires ou des personnes nées aux États-Unis. Il y a beaucoup d'immigrants, y compris mon épouse, comme je vous ai dit, beaucoup d'Antillais qui aient la nationalité américaine ou non, qui sont là. Et donc, quelle image des États-Unis ont les Martiniquais et ont les Guadeloupéens? Ça dépend de plusieurs facteurs. Et par ça, je veux dire qu'il n'y a pas une image. Il y a des images multiples. Et qu'est-ce qui ravive toutes ces images? Il y a plusieurs facteurs. Il y a les expériences personnelles. Est-ce que on a voyagé ou non aux États-Unis? Est-ce qu'on connaît ou on ne connaît pas des Américains? Les médias sociaux, des images formées ici et comme ailleurs par les influenceurs qui en Martinique et en Guadeloupe comme ailleurs deviennent malheureusement, je pense, des intermédiaires privilégiés à la connaissance du monde extérieur. Ce n'est plus la France entière qui donne toutes les nouvelles et tous les avis, toutes les opinions. Et donc, chacun est plus libre et plus ouvert et a plus des outils maintenant de former ses propres images. Et donc, finalement, je répète qu'il y a une longue histoire des liens entre les États-Unis
et les Antilles. Nous sommes en train maintenant de former une autre image, mais cette image va au-delà de la présidence de Donald Trump, et c'est à nous tous, ceux qui vivent toujours en permanence à la Guadeloupe et la Martinique, et ceux qui voyagent, de fournir leurs propres images. Et j'espère et je souhaite et je suis optimiste qu'au-delà de la présidence de Donald Trump, une image plus favorable, plus réaliste des États-Unis vont se redonner et restituer sur place. Et donc ça, je n'ai pas minuté, Fred. Non, non, ça On va va très bien, voir. ça va très bien, ça va. Ça va. Non, si tu as terminé, on va enlever le partage et peut-être commencer l'échange, si tu veux bien. Très bien. Alors, merci Bill pour cette présentation qui était à la fois historique, mais également qui portait sur l'actualité. Alors, je suis persuadé qu'il y aura des questions sur l'image précisément. Alors, avant de passer à ces questions, j'aimerais te poser deux questions, disons, liminaires, plus générales, notamment sur les raisons qui pourraient expliquer l'avènement d'un personnage comme Trump à la tête des États-Unis. Et puis, la seconde question qui est liée à cette première question, euh, en fait, quel est l'état de l'opinion aujourd'hui aux États-Unis sur la présidence Trump? Il y a des indicateurs économiques et sociaux qui seraient plutôt défavorables à Trump. Et donc, bon, quel est l'état de l'opinion euh, aujourd'hui? Et puis, il y a une troisième question peut-être sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, la question de Monroe, Donroe. Comment comprendre la réactivation de cette doctrine aujourd'hui, à ton avis? Bon. D'accord, merci. Trois questions très pertinentes. Pour la première, euh, ta question aurait dû être double. Parce que, comment expliquer la présidence de Trump? Parce que les explications sont différentes pour le premier mandat et le deuxième mandat. Alors, pourquoi on a élu Trump la première fois? C'est parce qu'il représentait pour beaucoup d'Américains la réussite économique, la réussite financière. Alors, ils ont mis de côté le fait qu'il est né fortuné, qu'il est né avec je ne sais pas combien de millions de dollars dans son compte bancaire en tant que bébé, grâce à son père. Et il y a beaucoup d'Américains qui voyaient en lui un idole. Si lui, il peut être Richard et être bon, faire la bonhomie, pourquoi pas nous? Donc, beaucoup de gens ont suivi uniquement parce qu'ils croyaient qu'ils allaient avoir une vie économique plus facile et qu'ils pourraient eux-mêmes accéder plus à un niveau, à être milliardaire forcément, mais une couche économique supérieure. Mais après 4 ans de Trump, on avait vu tous les côtés mégalomane, dangereux, celui qui s'en foutait, si je peux dire, des lois, de la justice qui contournait ceci et cela. Comment se fait-il qu'avec cette expérience, il aurait pu être réélu? Et là, bon, les gens disent que, et il y a une vérité, que les Américains n'étaient pas prêts, comme ils n'étaient pas prêts quand Hillary Clinton a été
candidate qu'il n'était pas prêt pour élire une femme, Kamala Harris, présidente des États-Unis. Bon, il y a toujours de la vérité en ça. Mais quand on voit et on analyse de près, on voit ce qui est, et il n'a pas, c'était d'un pourcentage de près qu'il a passé. Et même le deuxième mandat, il n'a pas eu la voix populaire parce qu'il y avait un troisième candidat qui a été, mais il a gagné. Et les démocrates ne mettaient pas en question le résultat comme lui il avait fait pour sa perte, pour essayer en 2020. Ce sont les faits sur les jeunes Américains des médias sociaux. Ils étaient très astucieux de friser avec des gens comme Charlie Kirk, des MAGA très jeunes qui avaient une influence importante sur cette couche de la jeunesse masculine, une couche qui auparavant ne votait pas, qui ne s'intéressait pas à la politique ou au moins la politique électorale. Eux, ils ont voté. Assez, beaucoup de politiques pensent, pour que ça a fait la différence, que ça a penché. Donc j'explique à double vague l'élection de Trump. L'opinion américaine actuelle sur Trump très divisée. Avec ce qu'a fait ICE en Minnesota et ailleurs, qu'il y ait eu de morts des Américains qui sont typiquement américains, je mets ça entre guillemets parce que des Américains nés aux États-Unis de couleur blanche qui ont été tués en défendant des immigrants qui allaient déportés, certains sont, beaucoup sont déportés. Alors ça touche à l'Américain moyen. D'une façon. Tu devrais expliquer ICE pour les gens qui écoutent. Ah oui, ICE. Oui, donc c'est l'agence. ICE, Immigration Customs Enforcement, c'est une agence fédérale des États-Unis chargée du contrôle des flux migratoires et de la douane, dont on entendait parler très peu avant, jusqu'à ce qu'elle soit utilisée à des fins, mais je te laisserai poursuivre, Bill, de propagande politique par le président Trump pour satisfaire une partie de son électorat qui estime, comme le président l'a dit dans sa campagne, que les immigrants sont une partie de la cause des difficultés économiques d'une partie de la population américaine, comme un phénomène qu'on connaît bien ailleurs, hein, c'est pas propre aux États-Unis. Mais je te laisse poursuivre, Bill. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, vraiment, les excès des institutions fédérales, c'est pas seulement la ICE, c'est pas seulement le service d'immigration, tout qui fait partie de Department of Homeland Security. Ouais. Mais toutes les autres instances, si je ne vous recommande pas, moi, si vous voulez être dégoûté, d'aller sur le site des instances du gouvernement américain pour voir comment, même que ce soit le ministère de l'Éducation, que le ministère de l'Intérieur, que ce soit le ministère des Affaires sociales, ce n'est que la propagande trumpiste, claire et nette, qui est affichée. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a une réaction de part de plus en plus des Américains. Et on parlait avant de commencer, mais je vais
de dire ici, même si c'est embarrassant, que l'affaire Epstein, qui est dans les nouvelles en France et aussi aux Antilles, ça fait peur à Trump. Et donc, c'est pour ça, et ça, ça touche sur la troisième question pour les doctrines Monroe et Monroe. Ça touche parce que pour la deuxième question, l'opinion américaine sur Trump, ça se détache sur lui et il ne veut pas que ça se détache sur lui, donc il veut changer le collimateur, il veut changer l'image, et dans ce poste-là, on a ces interventions internationales. En partie, c'est pour cela, pour changer le cap, pour changer de vision. Alors, il faut, je remets mon casque, et c'est grâce à toi, Fred, que pour la première fois, j'ai assuré un cours sur les relations internationales. Et cela se faisait sur ton campus à la Guadeloupe. Ouais. Et donc, je remets ma casquette de prof de relations internationales. Alors, après la doctrine Monroe, après la doctrine de Roosevelt qui a dit parlez doucement, mais portez toujours en bâton. Ça veut dire d'utiliser les bâtons quand nécessaire, et surtout en Amérique latine. Et toujours en prise du canal de Panama, par exemple. Stick. Oui. On a pensé qu'on avait fini avec tout ça dans le XXe siècle. Et après la guerre froide. On croyait que l'ordre mondial libéral a été ancré et dans les mentalités et dans le système, et que tout ce qui se passait entre l'Europe et les États-Unis et les pays en voie de développement et les États-Unis, tout ça, ça menait vers un monde libéral et dans lequel la colonisation, l'impérialisme ouvert, au moins, des militaires seraient dépassés. Alors, ce n'est pas le cas. Et j'avoue publiquement, en tant que politiste, que moi, avec mes collègues américains, avait tort pendant toute nos carrières de ne pas avoir apprécié la fragilité des institutions démocratiques dans notre pays. Et nous qui vivons dans le cadre universitaire, qui en face, et ici je ne vais pas parler d'une conversation qu'on a eue tout à l'heure avant, parce que hier, avec des collègues de mon université, je vais juste dire que il y a au sein de ma propre université des réticences de communiquer et dans les cours et surtout dans les instances qui vont au-delà des thèmes qu'on aborde qui pouvaient être pris de manière trop sensible et qui pourraient faire mal à l'image de notre université à Boston. Donc, voilà le monde dans lequel nous sommes. Au revoir, l'ordre mondial libéral. Bonjour, la doctrine Monroe. Mais je crois vraiment que c'est passager. C'est une époque dure pour nous autres Américains. Et ça va passer. Ça va passer, mais entre-temps, je suis très content d'être chez vous, ici aux Antilles, le jour même où on a déclenché encore une guerre internationale, cette fois-ci avec le Moyen-Orient. Merci à Fred
au Fred, au pluriel, Jean-Raphaël, et, et Ok, aux auditeurs. bien civil. Alors, je vais maintenant passer la parole aux autres, aux internautes, hein, principalement. Alors, je rappelle que l'échange se fait dans le chat, hein, donc pas d'intervention directe avec Bill. Alors, je lis la première intervention que j'ai, c'est de Muriel Jean. Pourrait-on interpréter le trumpisme comme le poutinisme, comme une illustration d'un Occident en fin de règne qui essaie de rebondir en reprenant son histoire de prédation, donc de domination, sur le reste du monde, entre parenthèses époque moderne, pour essayer de durer sans changer au lieu de changer ses propres paradigmes pour s'adapter aux évolutions mondiales. Et je pense que peut-être Muriel avait établi la question avant ma dernière remarque. Parce que je suis tout à fait d'accord avec elle que ce qui se passe actuellement, c'est comme elle décrit, et Trump et Poutine, ce sont des potes. Euh, on se demande qui Poutine, qui a été toujours très plus euh, euh, intelligent que Trump quand il s'agit de la surveillance, de des surveillances internationales et de l'espionnage et qu'est-ce qu'il sait sur Trump que Trump ne sait pas sur Poutine, une espèce de chantage, mais ils se comportent comme des grands personnages qui se comprennent parce que ils sont tous les deux meneurs des grands empires ou républiques, comme vous voulez le mettre. Et il y a une entente entre eux, officieux, qu'ils vont partager le monde. Ça va être, excusez-moi, je croyais que j'avais mis ce mail. Et en plus, c'est ma fille aux États-Unis. Donc, elle va m'excuser. Donc, voilà le souhait, mais je ne pense pas que ça va être permanent. On va voir même en 2018, l'année prochaine, novembre qui arrive, quand il y aura les primaires, c'est en novembre, quand il y aura les primaires américaines, les élections primaires, est-ce que la partie républicaine qui a maintenant dominance non seulement dans la Maison Blanche, mais dans la Chambre des représentants et dans le Sénat, qui donne toute cette capacité de Trump de faire ce qu'il veut aux États-Unis et dans le monde, s'il va le garder. Je pense que non. Je pense qu'il y aura un recul de son pouvoir et à l'intérieur des États-Unis et donc à l'international, et que ce qu'il essaie de faire pour assurer la dominance américaine dans le monde, ou au moins dans notre hémisphère, et au-delà, mais au Moyen-Orient aussi, ça ne va pas pérenniser et qu'il y a un retour démocrate. Quand j'étais ici et j'ai parlé de la politique à la Martinique, j'ai utilisé l'image de la pendule qui va de gauche à droite et que ça va revenir dans l'autre sens. Et maintenant, je reprends cette même image de pendule pour parler de l'effet, le phénomène Trump à long terme. Ça ne va pas durer, ça va revenir à normal et j'espère que ce sera plus tôt que plus tard. Et je remercie Muriel euh, et pour la question et pour son aide hier. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions et commentaires? J'en vois, attendez encore deux. Oui, alors je vois Marie-Dominique Hardy des Sources. Bonjour Marianique. Bonjour Dominique, Marie-Dominique. Alors, la situation de Cuba est préoccupante suite notamment à l'embargo
fait sur le pétrole. Depuis peu, un relâchement de cet embargo est annoncé, mais sous condition. Qu'en pensez-vous? Je vais revenir à la présidence de Trump. Il est anti-institutionnel. Il s'en fiche vraiment de l'ordre judiciaire, de l'ordre diplomatique. Il gouverne d'après les personnalités. Qui est-ce qu'il aime? À qui est-ce qu'il fait confiance? La loyauté avant tout. La loyauté personnelle avant tout. Alors, comment il a pu acheter quelqu'un comme Rubio, Marco Rubio, qui avait insulté de manière épouvantable pendant les élections primaires, la candidature primaire pour le premier mandat, il appelait Little Rubio. Et quand Donald Trump utilise le mot, parle de la petitesse personnelle, physique, alors il faut admettre qu'il ne parle pas uniquement du corps entier. Il a insulté Rubio de manière... Mais maintenant, Marco Rubio, il est secrétaire d'État. Comme j'avais dit tout à l'heure, il est fils d'un immigrant de Cuba. Et donc, le dossier cubain, c'est avec lui. Avec toutes les rancunes qui portent les familles d'exilés du Cuba, et ce qui fait que les conséquences sur les familles, sur les individus au Cuba de l'embargo, c'est pas leur affaire. Tout ce qui compte pour Rubio est faire pression, faire bouleverser le régime castriste, pouvoir retourner un jour pour se réinstaller, mais ne pas aller au retour dans un pays qui est régi par des castristes. Et pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour la communauté cubaine, qui est très importante sur le plan électoral, en Floride, qui maintenant risque de basculer du camp républicain au démocrate, parce qu'on a eu une élection municipale importante quand même récemment, où un siège attribué en républicain a basculé à côté démocrate. Et les républicains ont toujours besoin de Floride, vu notre système de grands électeurs, pour pouvoir passer à la présidence, au présidentiel. Donc, je ne sais pas si ça va satisfaire notre partenaire qui a posé la question, mais et j'ai honte à réduire des questions d'une grande envergure de quelque chose de si banal que la loyauté, la personnalité et la petite politique. Mais c'est ça ce que nous vivons maintenant, et dans la politique interne et dans la diplomatie internationale. Ok, alors je ne sais pas si Fred et Jean va faire des questions, mais bon, en attendant, oui, Fred, peut-être. Oui, Fred, j'aurais peut-être une question, ou quatre questions à poser au professeur Miles. Alors, tout à l'heure, lorsque vous avez répondu aux questions de Fred Rino sur
notamment positionnement des universités. Vous avez fait référence à vos échanges avec vos collègues. Je veux en profiter pour légèrement déplacer la focale géopolitique classique sur le rapport au savoir dans l'action américaine dans la Caraïbe sous l'administration Trump. Alors, on sait tous que la Caraïbe est une région qui est exposée aux vulnérabilités climatiques, aux vulnérabilités sanitaires et à tous les risques environnementaux qu'on peut imaginer, sauf les tempêtes de neige et les avalanches, mais on a quand même une bonne, on les a quasiment tous. Et puis, on sait aussi que le traitement de ces enjeux dépend historiquement des dispositifs de coopération scientifique et notamment de la coopération scientifique avec les États-Unis. Et ça, on le voit sur le climat, sur la gestion des risques, sur les questions en lien avec la santé ou encore la biodiversité. Et sous cette administration Trump, on remarque qu'il y a une espèce d'inflexion dans la place accordée à l'expertise scientifique dans la politique étrangère américaine. Et par rapport à ce contexte, j'ai 4 questions que je souhaiterais vous soumettre. Donc la première, c'est comment l'administration Trump a-t-elle redéfini le rôle de la science dans la diplomatie régionale? Alors bien évidemment, ma question concerne la Caraïbe, mais je pense que ça va même au-delà. Deuxième question, peut-on identifier une forme de marginalisation des dispositifs de diplomatie scientifique dans la Caraïbe, voire même une suppression de ces dispositifs? Quatrième question. Oui. Vous avez bien dit diplomatie scientifique. Oui, c'est ça, diplomatie scientifique. Bien, exactement. Troisième question, l'administration Trump, est-ce qu'elle a instauré une forme de défiance structurelle envers l'expertise scientifique et qui s'applique spécifiquement aux enjeux climatiques et éventuellement sanitaires dans la Caraïbe? Et puis quatrième question, est-ce qu'on peut aussi parler d'une forme de politisation accrue des savoirs environnementaux dans les relations entre nos hémisphères? La dernière question de la politisation Est-ce qu'on peut parler d'une forme de politisation accrue des savoirs environnementaux, oui. Donc qui deviennent plus des outils oui, d'accord. Dans les relations entre les hémisphères? Je m'excuse si je tourne la dos. Oui, pas de problème. On m'a dit de répondre à l'écran. Ouais, c'est la bonne position. C'est pas personnel. Bonne direction. Alors, mais je voudrais retourner Mais j'écoute, il n'y a pas de problème. pour vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le terme arnaque chinois? Arnaque chinois. Le terme, non, pas du tout. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Donc, l'arnaque chinois, c'est le terme utilisé par Donald Trump pour décrire le réchauffement climatique. D'accord. Il dit que ce sont les Chinois qui ont inventé cette pseudo-science pour lui. Et pourquoi cela? Pour mieux vendre tout ce qui est solaire, tout ce qui va remplacer les dépendances pétrolières. Et donc, d'un côté, pour cette raison, des ingérences chinoises dans le savoir américain, dans la pensée américaine, il faut rejeter tout ça. Il ne croit pas. C'est un arnaque financier. Et comment on peut argumenter contre ça? Mais c'est une réalité que si ce qui fait à EPA, département de l'environnement et la protection de l'environnement, qui est-ce qui dirige ces instances? Il a choisi des gens de lobby pétroliers
pour casser justement le but de ces institutions, pour protéger l'environnement, pour nous protéger contre la pollution et tout cela. C'est net. On n'a pas, et je réponds, je mélange les réponses aux questions, mais les questions sont la marginalisation de la science. On n'a pas suffisamment parlé ce matin, mais je vais l'évoquer maintenant parce que c'est maintenant le moment. Si, j'avais fait référence, et je ne sais pas si vous connaissez qui c'est Charlie Kirk. J'ai parlé de Charlie Kirk comme influenceur d'une certaine gamme de la jeunesse masculine aux États-Unis. Ça a été un autre conservateur, très religieux, évangéliste, moderne, parce que on parle de Charlie Kirk, et de la religion. Et comme quoi la religion aux États-Unis, malgré le fait que on a un régime soi-disant on dit séculaire, mais en France on parle de la Laïcité. laïcité. Il n'y a pas de laïcité maintenant à la Maison Blanche et dans des institutions, dans les départements. L'une des raisons pour lesquelles on rejette la science, c'est pas seulement les Chinois, l'arnaque chinois, c'est aussi la religion. On peut faire confiance au Dieu pour sauver la planète. Le bon Dieu qui a créé notre terre, nos mers, l'atmosphère, quand même, il ne peut pas nous laisser mourir à cause de ça. Donc, il y a eu un rejet dès le début, même avant l'arrivée de Trump, des sciences par ceux qui croient trop aux sciences, aux dépens de la religion. Et ça explique beaucoup pourquoi on casse tout ce qui est scientifique et à l'intérieur des États-Unis. Même NASA, l'aéronaute, l'Agence nationale spatiale. Merci, l'Agence nationale spatiale, qui a une unité très importante pour suivre la météorologie. Même elle, cette administration, elle a été touchée. Après la prise le démantèlement de beaucoup des instances fédérales par Elon Musk au tout début du deuxième mandat, et qui a cassé aussi, pour en revenir à la question de la coopération internationale et dans la Caraïbe et autres, qui a cassé USAID, l'administration de développement international, qui a fermé complètement. Donc, tous ceux qui travaillaient en utilisant les sciences pour promouvoir et aider le développement scientifique, environnemental, ils sont plus là. Et donc, si on demande, on parle de la diplomatie scientifique, quelle diplomatie scientifique? Ça disparaît. À partir du moment où Musk avait fait fermer la porte à beaucoup des instances, à partir du moment où le USAID n'existe plus, à partir du moment où c'est Marco Rubio qui est en charge de tout ce qui en reste, les petites confettis du développement international du côté américain, eh ben, ça a été politisé dès l'arrivée, le retour de Donald Trump. Il a fait des choses, lui, de deuxième mandat, qu'il n'a pas osé faire dans le premier.
Alors, s'il y a quelque chose que j'ai manqué, je pensais que j'ai répondu aux quatre éléments. Pour une question, pour des questions très importantes qui m'a laissé soulever cette question de la délaïsation dans la gouvernance américaine. Et que ça implique de silencer les savoirs. Non, tu as terminé, Bill? Oui. Alors, juste une remarque qui a été faite par Camille. Il y a un podcast du Daily New York Times, je suppose, à ce sujet, passionnant. Donc, elle nous donne l'information et elle donne également le lien. Alors, moi, sauf si Fred Constant veut réagir. Juste, oui, si tu permets, on a surtout mis le focus, mais c'était l'axe choisi par Bill sur les Antilles et en réalité une toute petite partie des Antilles. Je voudrais ouvrir un petit peu la discussion sur la Caraïbe, d'autant plus que c'est tenu hier et avant-hier un sommet important des chefs de gouvernement des pays de la CARICOM. Dans l'ordre du jour, il y avait notamment une question d'actualité qui a défrayé la chronique, comme on dit en français, ces dernières semaines, c'est-à-dire une frappe militaire états-unienne contre une embarcation de pêcheurs saint-luciens, c'est-à-dire finalement les voisins de la Martinique au sud. Nous n'avons pas le détail sur les tenants et aboutissants de cette opération, mais elle a suscité beaucoup d'émotions dans la Caraïbe, au point que sans attendre le résultat des enquêtes en cours, on a noté la réapparition d'un clivage entre un ensemble de gouvernements qui se sont rangés sous la houlette de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui vient d'être réélue triomphalement la semaine dernière, et un autre groupe d'États qui se sont rangés plutôt derrière le leadership de Kamla Bissessa-Persad, première ministre de Trinité et Tobago, qui, elle estime, oui, Trinité en français, Trinité et Tobago, oui, Trinité en français, en anglais Trinidad and Tobago, qui estime qu'il était temps que les États-Unis prennent à bras le corps la lutte contre le narcotrafic dans la Caraïbe, parce que c'est le evil, le diable absolu, qui est en train, en quelque sorte, de créer des métastases dans toute la région en menaçant la paix civile, notamment à Trinidad, où l'année dernière il y a eu l'état d'urgence qui a été emergency state, l'état d'urgence qui a été state of emergency qui a été déclaré pendant 6 mois, ce qui est énorme. Et donc, parce qu'il y avait une guerre des gangs qui se poursuit d'ailleurs, ce qu'on n'avait pas vu dans la région à ce stade récemment. Donc, ma question serait de voir comme Marco Rubio a été invité à ce sommet. Je ne sais pas si tu as eu des échos de ce qu'il a pu dire, mais quel regard peut-on avoir sur l'impact de la projection internationale des États-Unis dans la Caraïbe? Oui. Bon, il est vrai que je n'ai pas suivi de près. C'est très important que maintenant je vais voir de plus près ce clivage. Mais hier ou avant-hier, quand j'étais interviewé par la radio de la Guadeloupe, j'avais évoqué justement indirectement le côté de certains pays dans la Caraïbe anglophones qui ont été, j'espère que je n'ai pas dit à la radio achetés, j'espère que je n'ai pas utilisé le terme pot de vin. Je dis pot de vin. Ok, je l'ai dit.
pour accepter de déporter des États-Unis. Alors, ça enfreint vraiment la justice dans le sens moral de faire ça. Bien sûr, quand on a des problèmes graves financiers et on propose des millions de dollars pour accepter, d'autres pays acceptent littéralement le poubelle des pays continentaux, n'est-ce pas? Et les États-Unis décrit ou Trump décrit des déportés comme des déchets. Mais une fois qu'il y a des morts, justement, dans ce qui s'est passé au large de Saint-Lucie, je pense que bien que ça peut basculer l'opinion populaire dans le pays et renforcer le côté de Trinité et Tobago contre cet achat du grand nombre vis-à-vis le gouvernement des Antilles, y compris des Antilles anglophones. Mais ça, je dis sans avoir vraiment suivi de près, chose que je vais faire. Ouais, pour aller dans le même sens, on a, c'était encore une fois l'orientation de ton intervention, plutôt mis l'accent sur l'image des États-Unis dans les Antilles. Et j'ai envie de retourner la question, quel serait, de ton point de vue, puisque tu vis un année aux États-Unis, les changements éventuels, même si je doute qu'il y en ait beaucoup, de l'image de la Caraïbe aux États-Unis? Eh bien, justement, bon, l'image des Caraïbes, des Antilles, c'est côtier, c'est palmier, c'est Tourisme. plage, tourisme. Mais là, une fois qu'on a commencé à détruire les pétroliers, les bateaux dans la zone, il y a beaucoup d'Américains qui ne portaient pas attention à la région, et maintenant ils regardent sur une carte où se trouve le Venezuela, qui sont les îles qui avoisinent le Venezuela. Maintenant, je dis ça comme ça, mais 100 fois plus des yeux américains ou des, comment on dit, 100 fois plus de look sur Internet pour savoir où se trouve Saint-Lucie, où se trouve l'île. Donc, avant de former une image, on va avoir formé une image mentale, géographique, de, de, de qui est-ce qu'il s'agit, où est-ce qu'il s'agit. Et on va voir, quand même, c'est dans les zones. Ça me rappelle de dire quelque chose que j'aurais dû dire. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que le gouvernement, la Maison Blanche, Donald Trump, a décidé de changer le nom Oui, Gulf America. le golfe du Mexique, de ce qu'on appelait le golfe Mexique, en golfe Les Amériques. des Amériques. Ce qui veut dire que nous définissons maintenant la région. Qu'est-ce qui est mexicain? Qu'est-ce qui est américain? Jusqu'où l'Amérique vraiment existe? Et même si pour le moment ce n'est qu'une question de dénomination, ça a des influences, des conséquences psychologiques, mentales. Et donc, changer les cartes, changer la carte géographique d'après des idées fixes personnelles, c'est dangereux avec des conséquences. OK. Alors, je ne reviendrai pas sur la notion, le mot Amérique, hein. Bon, ça encore, c'est un débat parce que les États-Unis ne sont qu'un pays d'Amérique. Après tout, les États-Unis se sont appropriés l'Amérique alors que
c'est le continent. Pour ça, c'est notre débat. Alors, moi j'aimerais qu'on revienne aussi. Mais je te coupe parce que je dis ça à mes étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire être américain? Je commence mon cours sur les comparative politics et la politique comparative. Comparative, c'est aussi relations internationales parce que je traite ça avec exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire être américain? Et mes étudiants disent, mais c'est être citoyen d'ici. Les États-Unis, c'est ça. OK. Alors, non, j'aimerais revenir sur deux points. Euh, d'abord sur la relation que tu as fait entre les îles Vierges américaines vendues par le Danemark aux États-Unis et les Antilles françaises, et singulièrement la Martinique. Alors, est-ce que tu veux dire que ce schéma pourrait se reproduire? C'est la question que je te pose, vu l'histoire que tu as présentée. Parce que je crois que c'était un point de suspension et j'aimerais savoir quel est le sens de cette comparaison. Et puis une question, bon, que, qu'on pourrait aborder à la fin, si tu souhaites, je te la pose quand même. Tu as quand même parlé de fragilité des institutions démocratiques des États-Unis. Alors, moi, je partage ce point de vue-là, mais en même temps, il me semble qu'il y a de la résistance du Congrès. Il n'est pas mort, ce Congrès, il fonctionne encore. Et puis, bon, la Cour suprême qu'on croyait complètement inféodée à Trump, elle a quand même voté contre les tarifs douaniers de Trump. Donc, alors, est-ce que cette fragilité, est-ce qu'elle est réelle? Que veux-tu dire par fragilité des institutions démocratiques? Oui. Bon, deux questions très intéressantes. Bon, en ce qui concerne les îles Vierges, la vente et les Antilles, ils pensent non, ça ne va pas se produire. Qui, vous imaginez que un président de la France va accepter de vendre des Antilles? Non. Mais ça a des conséquences dans la pensée aux gens. Et comme a démontré Pancho dans la bande dessinée, quand même, il y a des gens qui ne suivent pas de près la politique, la diplomatie internationale, mais il suffit que Trump dise, ah, je n'ai pas réussi à faire le Danemark vendre le Groenland, peut-être la France aux Antilles. Je le dis Il parce suffit. que, je le dis parce que, excuse-moi, Bill, je le dis parce que j'ai vu dans le Canard enchaîné un article qui annonçait que la Guyane française, la Martinique et la Guadeloupe seraient des prochaines cibles éventuelles de Trump. Ouais. C'est possible. C'est possible. Rien n'est impensable dans sa tête. Est-ce qu'il va réussir? Mais non. Est-ce qu'il y aura des Français qui sont prêts à dire, bon, est-ce que ça nous coûte un peu trop? Pourquoi on garde quand même la Martinique et la Guadeloupe quand on dit il y a des indépendantistes là-bas qui ne veulent pas de nous? Bon, tout ce que je veux dire, que ça peut avoir des conséquences politiques internes, et plus ici que en France en métropolitaine. Mais le génie, le malsain de Donald Trump, il fait penser l'impensable. Il fait penser l'impensable. Et chez nous, et ailleurs. Il y a 2 ans, est-ce qu'on pensait qu'aujourd'hui, les États-Unis allaient attaquer pour la deuxième fois l'Iran, comme ça, de distance? Ben, tout est possible dans la pensée, et la pensée n'est pas toujours bonne, et elle peut être malsaine. Pour la fragilité de la démocratie et les institutions législatives et judiciaires, c'est-à-dire le Congrès et le Cour suprême. Il est vrai que parmi la majorité républicaine dans la Chambre des représentants, plus que le Sénat, qui est quand même à un niveau supérieur à la Chambre des représentants, il y a des défections. Il y a ceux qui ne suivent pas à 100% Trump,
Et donc, ça démontre que peut-être, encore une fois, dans les élections primaires à venir, ça peut basculer. Je doute fort dans le Sénat, mais pour les chambres de représentants, si. Et pour la Cour suprême, bon, je sais que la Cour suprême a tranché contre Trump dans les tarifs, pour l'affaire des tarifs. Mais il va trouver, mais pour des raisons légalistes, vraiment pointilleuses, et il va trouver des astuces pour justifier et pour remettre les tarifs d'une autre manière. C'est ça que je pense. S'il arrive à déclarer une guerre contre les narcotrafiquants, qui n'a pas de sens juridique, qui contourne tout à fait le Congrès, et le Congrès n'a pas rebiffé contre ça, je pense pas que ça et le Cour suprême aurait une influence significative. Ce qu'il faut que dans les élections primaires, qui ça va montrer jusqu'où il peut aller, parce que c'est ça Donald Trump. Il va jusqu'à la ligne rouge, il dépasse la ligne rouge, et s'il le dépasse, il recherche d'autres lignes rouges. Une fois qu'on aligne il habite une ligne entière, à ce moment-là, il se rétrécit. Il revient en arrière. Il va chercher d'autres lignes rouges. Un enfant gâté. Et comment tu peux expliquer, prolonger un petit peu sur la réflexion sur le fonctionnement de la démocratie américaine, le silence relatif de l'opposition des démocrates. Par certains moments, on se demande si la société civile n'a pas plus de ressources, et je pense notamment à la manière dont elle s'est mobilisée contre les exactions de ICE, que l'opposition institutionnelle à la majorité républicaine actuelle. Voilà. Donc, en ce qui concerne la société civile, bien avant les meurtres, je l'ai dit, les meurtres, les tueries des citoyens américains par ICE, il y avait des manifestations qui s'appelaient, et c'est très démonstratif, No Kings. No Kings, ouais. No Kings. Pas de roi. Pas de roi. Parce que pourquoi on a fait la soi-disant révolution américaine, qui était plus une sécession anticoloniale du royaume anglais, c'est parce qu'on ne voulait pas être régné par un roi. On ne voulait pas être gouverné par un roi, surtout très loin de chez nous, dans les colonies françaises, les 13 colonies, premières colonies des États-Unis, qui sont devenues les États-Unis, parce qu'on ne voulait pas de roi. Et qui a pensé qu'au XXIe siècle, on aurait un président qui agit, qui gouverne comme un roi, qui gouverne comme si l'État, c'est moi. Mais c'est ça qu'il fait. Et donc, la société civile a organisé, et d'abord, c'était les femmes. Pendant le premier mandat, c'était des sociétés, des associations féministes qui ont organisé et lancé les premières. Bien sûr, il y avait des hommes qui ont participé dedans, mais parce que les femmes ont vu très tôt la menace que le régime Trump mettait pour elles. Et le fait que l'avortement, le droit à l'avortement a été annulé par la Cour suprême. Ce n'est qu'un exemple de cela. Et
on n'est pas entré dans toutes les garanties de protection pour des gens qui ne sont pas hétérosexuels, pour ceux qui sont binaires dans la sexualité. Donc, la société civile n'est pas peut-être unie à travers tous ces intérêts, mais pour le no king, tout le monde est d'accord, comme on ne peut pas être d'accord, que les États-Unis ne devraient pas être gouvernés par un roi qui s'appelle roi ou il s'appelle président. Donc, et voilà, c'est comme ça. Alors, en dehors du no-kin, est-ce qu'il y a d'autres thématiques consensuelles aujourd'hui aux États-Unis? Oui, et on a déjà parlé que des citoyens américains qui, dans les rues publiques, ne devraient pas être tirés dessus par des agents du gouvernement américain, que ce soit fédéral ou que ce soit local. On a eu déjà des manifestations après la mort de George Floyd, n'est-ce pas? Tous les Afro-Américains qui ont été tués par des policiers, pas fédéraux, mais municipaux, lors des arrestations. Et maintenant que ça va au-delà de la communauté des Afro-Américains, ça unit à tort à raison. C'est-à-dire, j'espère que ce n'est pas du racisme, que beaucoup plus d'Américains maintenant s'indignent contre ces instances fédérales, puisque c'était des citoyens américains blancs qui ont été tués. Mais c'est un indice, encore une fois, d'une résistance dont la Maison-Blanche est très sensible. L'un des plus grands événements qui marquent la vie sociale aux États-Unis est le Super Bowl. Et lors de sa dernière édition, il y a le fameux halftime show qui a cristallisé deux images contrastées, voire antithétiques des États-Unis. Quels seraient tes commentaires autour de ça, avec je fais allusion donc au show de Bad Bunny, portoricain de naissance, états-unien de nationalité, et qui a projeté une image des États-Unis qui a encore une fois suscité beaucoup de contestations, notamment parmi la frange radicale de certains mouvements qui s'appellent Keep US White, mouvement racialisant, et qui s'insurge contre la transformation anthropologique de la population des États-Unis. Et donc là, je pense que on touche quand même au fond conservateur de la société américaine, qui ne veut pas accepter l'évolution de sa population, de son mode de vie, alors que dans certaines régions, tout cela est parfaitement admis. J'ajoute qu'il y a la dimension linguistique aussi, puisque dans les commentaires, on a reproché à Bad Bunny d'avoir fait son show entièrement en espagnol, comme si l'espagnol n'était pas une langue des États-Unis. Alors, quels sont tes commentaires? Oui. Donc d'abord, j'ai dit que j'assure des cours sur les sciences politiques, politique comparatiste, relations internationales. Si j'évoquais la religion tout à l'heure, c'est aussi parce que j'assure un cours sur la religion et la politique. Et j'assure un cours aussi sur la musique et la politique. Donc, la question sur Bad Bunny est tout à fait bienvenue. Parce que j'étudie et je partage avec mes étudiants qui, eux, partagent avec moi parce qu'ils sont beaucoup plus au courant. Moi, je viens d'apprendre ici en Martinique
grâce au Super Bowl, qui était, à mon grand étonnement, regardé par les Antillais, Bad Bunny. Donc, il y a des conséquences politiques, justement, des phénomènes politiques. Et la réaction de la Maison Blanche vis-à-vis Bad Bunny et tout ce qu'il représente. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la menace qu'il a instrumentalisée pour être élu pendant les 2 mois, les 2 mandats. Quelle menace? D'abord que les États-Unis devenaient du point de vue démographique, une population en majorité minoritaire. Si on fait l'addition des Afro-Américains, des Hispaniques, des Indiens de l'Inde, et surtout de ce que on appelle ici les métis qui sont devenus de plus en plus en une partie essentielle de la démographie américaine. On voit que on aura dans peut-être 10 ans. On a dépassé. Non, c'est pas ça. C'est Il s'éteint tout seul au bout d'un moment. il se met en veille. Si tu as remarqué à quel moment ça Bon, tout de suite À là, l'instant. à l'instant. Vous nous aviez, tu nous entendais, Fred? Oui, très bien. Là, je vous vois maintenant aussi. Il y a une coupure, il y a une coupure. Il y a une Non. coupure. Oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas une coupure d'image, mais pas de son. Ok. Ok, D'accord. ok, très bien. Donc, je disais qu'il y a, Ouais, c'est ça. on dit que dans 10 ans, à peu près, il y aura, les États-Unis vont être du point de vue démographique, à une majorité minoritaire. C'est-à-dire, si on combine toutes les gens des ethnies différents. Et c'est pour cela que Trump a été élu, surtout le premier mandat, ça fait peur. Et aussi, il y a des lois maintenant, où, je ne sais pas si c'est des lois passées dans des États républicains et aussi des décisions prises au niveau gouvernemental, que des choses gouvernementales doivent se passer en langue anglaise seulement. C'est-à-dire finir avec les traductions en espagnol et d'autres langues, le vietnamien et le monde. Parce qu'on a, après la guerre de Vietnam, on a fait venir comme asilés beaucoup de gens. Donc, ça, c'est l'idée de keep America white, qui est en MAGA, c'est un euphémisme de ça. Make America great again. Refaire la grande Amérique de nouveau, on peut dire comme ça. Ou la grandeur, redonner à l'Amérique sa grandeur. Oui, redonner à l'Amérique sa grandeur, mais la grandeur de quand? La grandeur de quand il n'y avait pas possibilité d'une majorité des minorités. La grandeur blanche américaine. Et Bad Bunny, il représente vraiment un vrai défi à ça. Un défi non seulement culturel, mais un défi politique. Parce que s'il est suivi surtout par des jeunes, et s'il y avait une marge des jeunes, une marge masculine des jeunes qui ont voté pour Trump, et peut-être ils vont être séduits, entre guillemets, par Bad Bunny. Parce que ce n'était pas vraiment une réfléchi politique qu'ils avaient trouvé
Trump voter. Donc, l'idée me vient maintenant. Peut-être ce sera un article. Est-ce que Bad Bunny peut remplacer Charlie Kirk? Ah ouais. Surtout c'est les jeunes. Et faire voter les jeunes, ça c'est un grand défi parce que le taux d'abstention aux États-Unis vis-à-vis de la France, ça fait honte. On n'a pas 50, on est loin d'avoir 50% des gens des éligibles qui votent. Donc, ce qui fait voter les jeunes Américains, que ce soit pour les raisons de la religion ou que ce soit pour les raisons de la musique populaire, ça c'est des conséquences importantes politiques. Très bien. Alors, nous arrivons nous arrivons donc à la conclusion de notre webinaire. Euh, alors, j'ai vu quand même qu'il y avait une intervention de Muriel qui posait une question, mais je crois qu'il y a eu une réponse, hein, une question sur le silence des gouvernements du CARICOM face à ce qui se passait dans la Caraïbe. Je pense que l'intervention de Fred et de Bill ont permis de répondre à la question. Alors, on est arrivé au terme de notre webinaire. Il est 11 heures. La tradition dans notre webinaire veut que D'abord, je veux remercier tous ceux qui étaient présents, les internautes singulièrement. Et je passe la parole à Bill pour la conclusion. Eh ben, c'était un honneur pour être intégré dans le webinaire, dans tout ce qui dépend du KJ, du FEAC, de l'Université des Antilles. Et c'est pas parce que on dit que la Martinique c'est l'île des revenants que je reviens. Je reviens parce que je vous connais, je vous m'accueillez et c'est vraiment un grand honneur d'être membre collaborateur de la laboratoire et je vous en remercie. Très bien, mais est-ce que Jean-Raphaël veut dire quelques mots, le directeur du FEAC? Oh, juste repasser la parole à Fred, qui est responsable du KJ, puisque c'est une opération KJ. Très bien, merci. Je ne dirai pas plus, hein, je pense que tout a été dit. On remercie Bill pour son intervention et je souhaite qu'on le revoie, qu'il revienne en espérant qu'il nous reviendra dans d'autres conditions et que euh, le changement se fera aux États-Unis. Espérons. Merci et à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci.